Donc, par rapport au sujet qui nous intéresse ce soir, donc agriculture et biodiversité, et plus particulièrement donc, le rôle des habitants pour une agriculture désirable. Donc, c'est un sujet particulièrement d'actualité. Donc, je pense que vous êtes tous convaincus que l'agriculture est au cœur donc, des préoccupations environnementales. Donc, au cours des 60 dernières années, pour faire un bref résumé, nos campagnes ont radicalement changé avec le développement donc, des pratiques agricoles intensives et toutes les études, donc les études sur les conséquences de ces pratiques intensives s'accumulent. Elles montrent donc des impacts considérables, à la fois donc, sur le mode de production, mais aussi sur les paysages, leur fonctionnalité, sur la biodiversité aussi. Mais aussi, donc, aussi en même temps, on s'aperçoit qu'il y a une détresse au niveau donc, du monde agricole qui s'accroît. Donc pour répondre par rapport à cette problématique, pour discuter aussi des solutions possibles, on a la chance d'avoir parmi nous ce soir donc des personnes qui connaissent à fond donc, cette question et donc qui pourront échanger avec vous. Donc tout d'abord donc Frédéric Signoret. Tu peux te lever, Frédéric? Donc fondateur de Paysans de Nature et président donc de la LPO 85, qui pourra donc aussi présenter son livre Paysans de Nature, comment réconcilier agriculture et vie sauvage. Merci d'être venu. Et donc aussi Vincent Bretagnol, donc directeur de recherche au CNRS de Chizé, qui dirige depuis 30 ans maintenant un programme de recherche unique donc, sur l'écologie des milieux agricoles, donc en plaine et Val de Sèvres, et qui vient d'écrire le livre Réconcilier nature et environnement avec Vincent Tardieu. Et nous aurons aussi Pierre Grillet, mais cette fois en visio. Pierre n'a pas pu être parmi nous. Donc Pierre est ex-directeur du CPIE 17 et il parlera de ses livres, et notamment, accrochez-vous, Protection de la nature et capitalisme incompatibles. Je crois que tout est dit. Donc, en première partie de la soirée, donc, on va pouvoir voir le documentaire Paysans Sentinelles, qui va nous permettre d'introduire le sujet, et où donc Frédéric Signoret est un des premiers témoins. Voilà. Et puis ensuite, nos trois intervenants pourront se présenter un peu plus en détail, et aussi parler de leur film, parler de leur ouvrage, et ça nous permettra aussi d'ouvrir un peu plus le débat avec vous tous. Merci beaucoup et bon visionnage. Bonsoir, je suis désolée, je suis arrivée en retard. Je viens d'un pays lointain qui est la Gâtine. Non, mais du coup, très beau film. Et puis, forcément, ouais, ça raccorde avec nous ce qu'on défend à la conf. Hein. C'est vrai qu'à la conf, on dit souvent que ce qu'on défend, c'est de vivre de notre métier, c'est de créer de la vie dans nos campagnes, et puis c'est aussi de préserver l'environnement. Et je pense qu'il a raison, que le jour où on aura gagné, c'est le jour où les paysans et les paysannes prendront vraiment conscience de la faune et de la flore qu'ils préservent. Mais bon, ça c'est vrai que c'est un doux rêve. Malheureusement, moi je pense qu'il faut vraiment que les politiques, en fait, c'est aussi notre rôle à la conf, c'est de jouer sur la politique, parce que on voit bien qu'avec des outils comme la PAC, on pourrait vraiment changer les choses. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a organisé cette soirée. C'est pour dire que en tant que citoyen, en tant que paysan, paysanne, on peut aussi agir sur nos politiciens et voilà, leur dire que nous, c'est pas cette agriculture, c'est pas le modèle agricole aujourd'hui majoritaire qu'on a envie. On peut faire autrement, c'était très bien montré dans le film. Je pense vous pouvez trouver des paysans et des paysannes qui le font très bien autour de chez vous. Et donc voilà, c'est très chouette, et j'espère qu'on arrivera un jour à ce que ce modèle-là soit le modèle dominant. Merci. Merci bien. Écrit un bouquin avec Perrine Dulac, qui n'est pas dans le film parce qu'elle était en voyage pendant l'année où on a tourné le film,
qui est donc une naturaliste de la LPO de là-bas. Et l'objectif de l'écriture de ce livre, c'était pour répondre aux questions qu'on nous adressait régulièrement, qui étaient oui, c'est possible en Marais breton, mais c'est pas possible ailleurs. Ce qui est assez classique comme réponse, dès qu'on veut proposer du changement, c'est toujours possible ailleurs, mais pas chez soi. Et du coup, on a fait un petit tour de France des paysans de nature et on les a regroupés dans ce bouquin. Donc il y a une introduction de 30 pages qui explique le concept, les idées qu'il y a derrière et comment on a co-construit ça avec des consommateurs. Je pourrais y revenir peut-être un petit peu plus tard. Comment les gens de la MAP sont les relais de cette prise en compte de la biodiversité vis-à-vis des agriculteurs et des acteurs du territoire et des élus en particulier. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Merci. Vincent, peut-être, si tu veux aussi introduire ton ouvrage, Réconcilier nature et agriculture. Bonsoir à tous. Alors, moi, je ne suis pas paysan. Je suis chercheur donc, au CNRS Cizé. Donc, j'ai écrit un livre qui vient de paraître autour de l'histoire d'un projet de recherche, d'un programme de recherche qui a démarré en 1994, donc qui rentre aujourd'hui dans sa 29e année. L'an prochain, ça sera les 30 ans. C'est un des plus longs projets en agroécologie, on va dire. L'objectif de ce programme, en fait, il a énormément évolué. C'est ça qui est un petit peu raconté dans ce livre. J'ai démarré comme écologue, plutôt naturaliste, intéressé par les oiseaux. Donc il se trouve que j'ai travaillé sur des oiseaux des milieux agricoles, plutôt dans l'objectif de les étudier, il faut bien l'admettre. Et puis j'ai été très vite confronté au fait que ces oiseaux, donc des busards, qu'on a vu dans le film, mais aussi des outardes, d'autres espèces d'oiseaux, étaient très tributaires des pratiques agricoles. Et dans les premières années de ce programme, dans les 2 premières années, on a pratiquement perdu 100% des nids qu'on étudiait. Donc d'un point de vue scientifique, c'était un petit peu problématique. Et ça nous a amené à commencer à discuter avec les agriculteurs pour essayer de protéger ces oiseaux. Donc, dans un deuxième temps, ce programme a plutôt porté sur la conservation des oiseaux dans les milieux agricoles, céréaliers intensifs, ici, là, tout autour de Cizé. Et puis, peu à peu, on s'est intéressé au monde de l'agriculture, aux contraintes liées au monde de l'agriculture, à la manière de mieux protéger ces oiseaux. Donc, on a beaucoup participé aux mesures agri-environnementales avec la LPO. À l'époque, Fred y était encore. Et puis, voilà, après 25 ans, donc c'est la décision d'écrire ce livre, c'était en 2018, en fait. 2018, c'est un peu une année charnière parce que c'est l'année où on a fait, avec le Muséum, nos collègues du Muséum, un communiqué de presse qui a été extrêmement médiatisé sur la disparition des oiseaux. Printemps silencieux, ça s'appelait. Bon, c'est un clin d'œil à un livre qui est paru en 1962 par Rachel Carson. Et alors, ça a été une espèce de déferlante médiatique, pas du tout prévue, et même plutôt pénible à gérer, je dois dire. Et puis, il y a eu 6 mois d'interviews répétitives, et puis une question qui arrivait presque systématiquement de la part des journalistes, qui était mais finalement, qui est le coupable, qui est le responsable et dans l'opinion publique, dans l'avis de ces journalistes, et puis presque dans mes réponses au début, c'était non pas l'agriculteur, mais l'agriculture. Et puis au gré des interviews, je me suis dit, et c'est marrant parce qu'il y a un parallèle vraiment avec le film, mais non, en fait, le coupable, c'est nous, c'est vous, c'est le citoyen, c'est le consommateur. C'est nous qui avons mis en place, à travers nos actes d'achat et d'alimentation, ce modèle agricole. Et c'est assez paradoxal parce que c'est en 2018 qu'on a changé complètement, radicalement notre projet de recherche qui, depuis 25 ans, s'intéressait aux relations entre agriculture et biodiversité pour lui donner une nouvelle dimension autour de l'alimentation. Donc là, travailler avec des agriculteurs, il y a 450 agriculteurs sur notre zone d'études, autour de Cizé. Il y a 34 000 habitants, donc c'est beaucoup plus. Le défi est beaucoup plus important. C'est pas facile de changer les modes alimentaires de dizaines de milliers de personnes, mais c'est l'objectif qu'on s'est donné.
Et puis on a même étendu cet objectif tout récemment, en 2021, autour de la problématique de la santé, parce qu'en fait, agriculture, santé, environnement ou biodiversité, tout ça est extrêmement lié. En fait, à travers votre alimentation, vous jouez sur votre santé, que vous le sachiez ou non, volontairement ou non. Et la même problématique existe pour les oiseaux ou les animaux qui vivent dans ces milieux, ou les plantes, qui aussi s'alimentent et donc peuvent aussi être exposés à certains contaminants, les pesticides, ainsi de suite. Donc en fait, toutes ces problématiques sont liées. Et aujourd'hui, notre projet de recherche, finalement, à l'échelle de ce territoire, qui fait 450 km², c'est de le transformer, ce territoire. Mais dans une version, une vision assez inclusive, c'est-à-dire le territoire avec ses habitants, et les habitants qui sont à la fois humains et non humains. Alors évidemment, il n'y a pas de parole pour les non-humains, donc cette parole revient aux humains, mais donc il faut aussi en tenir compte. Et l'objectif de ce projet aujourd'hui, pour les 10 ans à venir, c'est de changer, de transformer complètement notre territoire, parce qu'on est tous habitants de ce territoire. Donc c'est ça qui est retracé dans ce livre. Donc c'est l'histoire d'un projet de recherche et l'histoire d'un territoire. Merci beaucoup, Vincent. Voilà, donc je crois que maintenant on va pouvoir donner la parole à Pierre Grillet pour continuer les introductions. Pierre, tu nous reçois. Si tu veux te présenter et puis aussi parler de ton dernier ouvrage et aussi du précédent, je crois. Bon, je vais faire comme si on m'entendait. Bonsoir. Je vais présenter, en fait, je pense que la question qui était posée, c'était de présenter le livre. Donc, en fait, le livre en question s'appelle « Protection de la nature et capitalisme incompatible ». Il faut savoir que moi-même, j'ai travaillé toute ma vie, je travaille encore, je suis pas à la retraite, dans la protection de la nature et l'environnement. Donc, ce que je dis dans ce livre concerne aussi des actions que j'ai pu mener et que je revendique. J'ai mis à peu près plusieurs années, 7 ans pour écrire ce petit bouquin. En fait, c'est une espèce de bilan par rapport à l'état de la protection de la nature et surtout à l'état de la protection du vivant, en fait. Du vivant, qu'il soit humain ou non humain. Et je pense qu'on peut difficilement séparer les deux. Les deux vont de pair. C'est-à-dire quand on maltraite le vivant non humain, on maltraite aussi les humains. Et on le voit bien actuellement, d'ailleurs, par rapport à tout ce qui se passe. Donc l'idée, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 70 jusqu'à nos jours? Alors, on peut remonter beaucoup plus loin, hein. Mais on va dire le début des mouvements des associations de protection de la nature. Le vrai début, c'était vraiment fin des années 60, début des années 70, même si certaines associations comme la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, étaient beaucoup plus anciennes. Mais la plupart des organismes qui sont encore présents de nos jours sont nés à peu près à cette époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 70, en fait, on avait de vraies alertes. On a eu des alertes, on a eu le rapport du Club de Rome, on a eu des catastrophes, on a eu des combats militants très importants, des luttes, des vraies luttes, beaucoup de luttes perdues, quelques luttes gagnées, des luttes antinucléaires, des luttes pour le Larzac, pour la défense du Larzac, des luttes pour la protection du parc national de la Vanoise, par exemple, qui a mobilisé énormément de personnes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce mouvement de protection de la nature, en fait, il a continué, il a perduré. Et il s'est mis un peu dans le moule d'une société destructrice. C'est comme ça, en tout cas, que moi je vois les choses et que je les ai vécues et que je le vois avec le recul. C'est-à-dire que finalement, on s'est adapté à un certain type de société qui est devenu de plus en plus dur quand même. Hein, parce que 70, on était à la sortie de ces 30 ravageuses, enfin les 30 glorieuses, mais qu'on pourrait appeler les 30 ravageuses. On aurait pu se dire, là, on va mettre un frein et on va faire une transition. Et on a le temps de la faire, cette transition, à ce moment-là. On avait le temps, parce qu'aujourd'hui, on est encore là. Donc on avait largement le temps de la faire, la transition. Et on n'a pas voulu la faire. Au contraire, on s'est enfoncé dans un système mortifère. On a accentué les inégalités entre les humains.
on a accentué l'accroissement de la pauvreté dans certains pays et on a accentué l'érosion du vivant non humain. Et ça, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de biodiversité, tout le monde parle de nature, tout le monde parle de protection de la nature. Il n'y a pas une seule multinationale, il n'y a pas un seul organisme dont c'est même pas la vocation qui ne va pas dire « Ah, je veux pas de la biodiversité, je veux pas qu'on en parle, Non, tout le monde en parle. On construit des éco-golfs aujourd'hui, on fait plus de golf, on fait des éco-golfs. On ne fait plus d'autoroutes, on construit des éco-autoroutes. On construit des éco-ponts. On construit, tout ce qu'on construit est éco, en fait. Donc, l'idée, c'est de se dire, finalement, on s'est bien mis dans ce moule, parce que souvent, ces installations, ces infrastructures sont faites avec la complicité de, souvent, beaucoup de naturalistes et beaucoup d'organismes de protection de la nature. Et on ne change rien. Et on continue. Alors, on en vient justement à cette question de changement. Qu'est-ce qu'on veut changer? Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on est dans l'urgence. C'est incroyable, on est dans l'urgence, mais on continue de ne rien changer, de faire semblant de changer. Vous savez, la fameuse formule, plus on change, moins on change. Hein. Il y a bien un moment où il va falloir se dire, non, on ne peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Alors, il y a des luttes qui se font, il y a des mouvements qui se créent. Dans le monde paysan, il y a des mouvements qui sont là. La Confédération paysanne porte beaucoup ces mouvements et on peut lui en savoir gré. Mais quand on voit ce qui se passe, et ça a été rappelé tout à l'heure au niveau politique, que par exemple la nouvelle PAC est désastreuse pour le monde paysan et pour le reste du vivant, que cette nouvelle PAC court jusqu'à 2027, on va se dire, attendez, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc ça n'empêche pas des actions locales, bien sûr. Ça n'empêche pas, comme ça a été bien dit dans le film, qu'il peut y avoir des circuits courts, qu'on peut valoriser des produits locaux, bien faits, dans de beaux paysages, avec un territoire riche en diversité. Ça, c'est génial. Et on va attirer des gens qu'on appelle des consommateurs pour venir prendre ces produits. Ok, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le reste de la population qui n'est pas concernée par ça? C'est-à-dire que il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et de plus en plus en France, qui font des courses à 10 € près, chaque mois. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils vont avoir envie d'aller se déplacer, d'aller dans une ferme, d'aller prendre des beaux produits, des bons produits? Ils vont plutôt essayer d'acheter le moins cher. On a dit tout à l'heure dans le film, je crois que c'est Frédéric qui disait ça, qui parlait des consommateurs qui avaient du pouvoir. Effectivement, nous, en tant que consommateurs, on a un pouvoir. Si on se met à acheter n'importe quoi, alors qu'on a la possibilité d'aller se servir chez un producteur qui produit dans de bonnes conditions, c'est irresponsable. Mais les gens, et ils sont quand même très nombreux, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la possibilité de faire ce choix, ils ne sont pas forcément responsables. Ils sont dans une situation parce qu'on les a mis dans cette situation-là. Donc comment on fait avec ces personnes-là? Moi, c'est la question qui me tient à cœur et qui serait bien de pouvoir se poser. Parce que peut-être que si on veut véritablement changer, on ne pourra changer qu'avec ces personnes-là. Et si on arrive à les mettre dans le coup, en gros. Voilà, en gros, hein, je résume, je synthétise, mais c'est en gros l'idée du livre. Merci Noël. Je voudrais apporter un éclairage sur cette question parce qu'on entend beaucoup, je pense, d'idées fausses sur la question des circuits courts et du prix de l'alimentation. Justement, quand on a commencé le programme en 2018, un des objectifs du programme, c'est de mettre en place de la vente directe sur notre zone d'études, donc sur le sud de Niort. Et quand on est allé voir les producteurs, il y en a ici, là, enfin, ils n'étaient pas à la retraite à l'époque, ils nous disaient, voilà, nous, on aimerait bien produire plus et faire plus de ventes directes, mais on n'est pas sûr qu'il y ait suffisamment d'acheteurs. Et puis quand on discutait avec les consommateurs, ils nous disaient, nous, on aimerait bien acheter en vente directe, mais il n'y a pas de producteurs, on ne sait pas où ils sont. Et donc du coup,
sur la base de ce constat, on a fait des enquêtes. On est allé, notamment à Vauballier, mais dans plein d'autres communes, faire du porte-à-porte, interviewer les consommateurs un par un. Et on a maintenant pratiquement 1000 enquêtes, comme ça, sur la zone d'étude, sur les 34 000 habitants. Et les résultats sont les suivants, et ils sont assez surprenants. Le premier résultat, c'est que presque 60% des habitants des communes autour de Chizé achètent en circuit court. Pas à 100%, mais au moins partiellement. 60%, c'est le double de la moyenne nationale telle qu'elle est actuellement disponible dans des enquêtes qui ont été réalisées pour l'essentiel en ville ou dans des petites bourgades. On a ensuite calculé quelle était la part réelle de l'alimentation qui provenait de circuit court, parce qu'évidemment, acheter le miel en circuit court, c'est pas la même chose qu'acheter le pain, voilà, parce qu'on mange beaucoup moins de miel que de pain. Et en fait, en faisant ces calculs à partir des données statistiques qui existent à l'échelle nationale, on se rend compte qu'entre 25% et 30% de l'alimentation des gens qui consomment, qui déclarent consommer en circuit court, mangent en circuit court concrètement. Et là encore, énorme. Et donc, la conclusion de ces enquêtes qu'on a réalisées, c'est que, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plutôt pas assez de vente directe, pas assez de producteurs qui se mettent à la vente directe. La demande des citoyens est très élevée, et ça n'est pas uniquement une question de Covid, parce qu'on a démarré ces enquêtes 6 mois ou 1 an avant le premier confinement. Ça a joué, ça a augmenté, mais ça date d'avant. Donc ça, c'est un premier fait, je pense, qui est très important et qu'on essaye de véhiculer auprès des exploitants, des producteurs, c'est que la demande existe. Le deuxième point sur le prix. Alors, on est en zone rurale ici, hein, je ne parle pas de ce qui se passe à Paris, mais on a fait des études comparatives sur les prix, et les aliments qui sont vendus en circuit court, contrairement à une idée reçue, qui a la peau dure, ne sont pas plus chers. Le pain, les tomates, le fromage, et même dans une certaine mesure la viande, sont moins chers dans les ventes en circuit court ici qu'à Intermarché à Beauvoir, au moins dans les périodes de production. Ça ne veut pas dire que c'est pas cher, mais c'est le même prix. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment... Alors, et du coup, finalement, quel est le frein? Qu'est-ce qui fait que le circuit court, la vente directe, ne se propage pas beaucoup plus aujourd'hui? Je pense que le frein, en tout cas c'est l'analyse de notre projet actuellement, c'est que les objectifs ou les envies ou les besoins des producteurs et celles des consommateurs ne se rencontrent pas. Le producteur, il aimerait bien avoir une garantie de vente et une certaine régularité, ce qu'il n'a pas, et le consommateur, il aimerait bien pouvoir acheter ce qu'il a envie, quand il a envie, à très courte distance, c'est-à-dire à proximité immédiate. Et donc la vraie question aujourd'hui, et c'est l'objectif de notre programme justement, c'est d'arriver à construire des filières à l'échelle du territoire qui font se rencontrer avec une certaine garantie à la fois de production et d'achat les ventes ou les producteurs et les consommateurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a autant de travail du côté des consommateurs que des producteurs à faire aujourd'hui. Et il faut y travailler et il faut que chacun y mette du sien. Déjà vous remercie tous les trois d'avoir accepté de venir à cette soirée. Hein. C'est très riche. En effet, à cette période, on a besoin d'être alimenté, de voir qu'objectivement... De voir qu'objectivement, il y a des alternatives en place, qu'il y a des choses qui fonctionnent. Après, on voit bien le facteur limitant. Hein, ce qui te questionne, Fred, comment ça fait boule de neige, comment ça fait tache d'huile, comment ce type d'initiative se décalque sur d'autres marais et sur d'autres territoires que des marais. Il faudrait un moment qu'on parle de la prairie dans les plaines et de l'érosion de la biodiversité qui en a... Je sais que Vincent, vous avez largement travaillé là-dessus et que c'est un des leviers principaux. Alors, moi, dans les interventions, j'ai entendu... qu'évidemment, nous, consommateurs, on avait une place et un rôle fondamental à jouer. Et il ne s'agit pas ici de se dédouaner, on a tous le pouvoir du consommateur, et qu'en effet, le jour où on met les billes plutôt chez nos producteurs locaux que dans l'agro-business international, il y a un levier. Moi, je suis désolé, mais il y a un autre facteur limitant, et qui nous a conduit droit dans le mur, c'est la politique de l'État. Ce sont les politiques publiques, et si aujourd'hui, il y a un levier puissant qui est de nature à changer la donne,
c'est les conditions d'attribution des aides publiques. Si on revient sur cette entrée alimentaire, et c'est très pertinent de le faire, évidemment, qu'il faut refaire ce lien-là, et puis qu'au-delà des aspects économiques, c'est aussi les aspects humains, les aspects de recréation, du lien de confiance, du vivre ensemble, qui sont en jeu ici. Et on n'est pas sans savoir qu'on est ici sur un territoire où les tensions sont vives. On est à des endroits où on sent bien qu'il y a quelque chose qui marche pas, et où en plus, avec votre boulot, on mesure l'impact sur la biodiversité. Des fois, les journalistes nous demandent mais pourquoi il y a cette situation-là sur le territoire. C'est qu'à la fois, on est sur une zone où il y a tout. Il y a la biodiversité qui s'écroule, il y a les ports de la palisse, il y a tout le système agro-industriel et les semenciers qui sont là. Enfin, on est vraiment au creuset de toutes ces problématiques-là. Et d'où on part sur ces aspects de projets alimentaires de territoire ou d'autoconsommation. Il faut savoir qu'actuellement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, nous les premiers, il y a un programme alimentaire territorial qui est en place à l'échelle de la communauté d'agglomération niortaise. Combien de citoyens en ont entendu parler? Combien de citoyens ont été associés à ça, ou simplement en connaissance, alors qu'il se passe des choses super intéressantes. Il y a des scientifiques, des chercheurs, qui ramènent, qui font des constats, etc. Sauf que ce qu'on constate surtout, c'est que cet endroit qui devrait être un lieu de la démocratie, un lieu du partage, un lieu de la rencontre, un lieu de l'imagination et de ce que devrait être notre agriculture de demain, et peut-être le lieu du contrat social, du contrat écologique entre les habitants et ceux qui l'exploitent, il y a un gros loupé, puisque la démocratie, elle n'y est pas. Donc là, je vais faire un pied. C'est exactement ce qui crée la tension sur la question de l'eau. Les mêmes organismes qui devraient être le lieu de la démocratie, du partage, du projet de territoire et de gestion de l'eau, qui normalement devrait inclure l'ensemble des habitants et des forces vives, et puis comme il s'agit de flotte, c'est tout le monde, il y a la même confiscation de ce débat. Donc d'où on part, c'était un peu l'entrée, dans le cadre des constats, des évaluations du PAT. Aujourd'hui, la canne, on est dans une part d'autonomie alimentaire, entendre par là la part de ce qu'on mange qui est produit sur le territoire de la canne, qui est de 2%. Là où les agronomes démontrent que le potentiel, vu les terres qu'on a, le sol, le climat, etc., sans rien changer à l'alimentation actuelle, est de 90%. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre ? Je suis désolé, mais je crois que le levier essentiel, et les consommateurs ont un rôle à jouer, mais le levier essentiel, c'est les conditions d'attribution des aides publiques. Dans quelle mesure on fait rentrer le facteur proximité, le facteur distribution locale, engagement dans un projet alimentaire de territoire, dans la boucle de la finance publique, dans la boucle des subventions. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, on voit bien toute l'importance des décisions qui sont faites au niveau politique pour pouvoir appuyer appuyer le changement et tout ce qui reste encore à faire, le décalage qu'il y a entre les discours et la vérité. Je pense que ceux qui travaillent dans différents types d'agriculture, notamment dans l'agriculture biologique aussi, le savent bien, par rapport aux aides dont ils peuvent bénéficier, par rapport aux aides que d'autres peuvent recevoir de l'État et de la PAC. Il y a peut-être qui voudront intervenir à ce niveau-là. S'il n'y a pas de questions, je veux bien répondre très rapidement, ce qui n'est pas une réponse, mais moi je n'oppose pas du tout l'approche citoyenne aux politiques publiques, il faut les deux. Mais c'est une vue un peu courte d'imaginer que ça va être que les politiques publiques, de la même manière que c'est une vue très courte d'imaginer que ça va être que les citoyens, il faut évidemment les deux. Faut voir aussi qu'en termes agricoles, les politiques publiques, ça reste quand même monétairement parlant une part non négligeable, mais pas forcément totalement déterminante, quoi. Je veux dire, la région Nouvelle-Aquitaine qui dispose d'un certain fonds pour l'agriculture, c'est très faible par rapport au budget de la PAC sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et le budget de la PAC sur la région Nouvelle-Aquitaine, ça reste modéré par rapport au prix de vente ou à d'autres enjeux financiers. Donc voilà, ça me semble un peu facile de dire voilà, le problème est là et tant que ça ne bougera pas, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il faut vraiment avoir une approche un peu plus bottom-up qui consiste à se dire bon,
Travaillons à la fois au niveau individuel, les exploitants comme les consommateurs, travaillons au niveau collectif, c'est-à-dire les filières, comment faire pour faire se rencontrer les producteurs et les consommateurs, par exemple, et puis imprimons une certaine pression sur les politiques publiques, qu'elles soient régionales ou nationales ou européennes. Après, un autre élément que je voulais évoquer, parce que ce sont des résultats tout nouveaux et je trouve là encore assez surprenant, on s'est posé la question, notre territoire d'étude, il fait 450 km², il est rural, il y a 34 000 habitants, on s'est posé la question, est-ce que l'agriculture sur cette zone est en mesure de nourrir potentiellement l'ensemble des habitants? La réponse était évidemment oui. Si vous connaissez les outils cratères ou greniers d'abondance, vous pouvez vous amuser à le faire sur les communes et il y a largement suffisamment de production. On a une grosse ville à côté qui est Niort, avec à peu près 110 000 habitants, et donc on s'est posé la question, est-ce que cette zone de 450 km² peut nourrir non seulement ces 34 000 habitants, mais également les 110 000 habitants de l'agglomération de Niort au sens large, également fournir un revenu décent aux agriculteurs, parce que sinon ça ne marchera pas, et garder une place suffisante à la biodiversité, qu'on a évolué à peu près à 10% du territoire. Et la réponse est oui. Il y a suffisamment de place, il y a suffisamment de production pour faire tout ça. Mais il y a une condition pour que ça marche. La condition, c'est que les animaux domestiques soient nourris à l'herbe et pas avec les céréales. Et ça résout beaucoup de problèmes. Ça libère donc déjà les animaux nourris à l'herbe. Alors il faut beaucoup plus de prairies que ce qu'il y a actuellement. Il faudrait à peu près doubler la surface de prairies par rapport à ce qu'on a actuellement. Mais ça libérerait tellement de place en céréales qu'on pourrait se permettre d'avoir une relocalisation complète du circuit alimentaire et en plus on pourrait se permettre de produire beaucoup moins, par exemple en produisant sans phyto, voire en bio. Donc en fait cette solution elle résout beaucoup de problèmes d'un seul coup et ça, alors c'est bien d'avoir des données qui sont un petit peu des données de modélisation, mais vous imaginez bien que s'il n'y a pas une volonté croisée à la fois des citoyens, des agriculteurs et des politiques publiques, ça ne se mettra évidemment jamais en place. Donc le vrai challenge, le vrai défi, il est là. Les données scientifiques nous montrent que c'est possible, de la même manière qu'on a démontré que c'est tout à fait possible d'entrer dans des démarches agroécologiques, même sans être en bio, de réduire énormément les pesticides, l'azote et de gagner plus d'argent que ce que gagnent actuellement les agriculteurs conventionnels. Et c'est l'histoire que je raconte tout le temps. On a fait ces expérimentations chez des dizaines, maintenant des centaines d'agriculteurs de la zone. Et même eux, qui ont vu de leurs propres yeux qu'en réduisant l'azote et en réduisant les pesticides, ils gagnaient plus d'argent sur les parcelles expérimentales, ne l'ont pas fait. Donc ça pose des questions quand même. Et des questions graves, profondes. Donc il y a d'autres freins. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir un peu de l'incantation. Il faut travailler. C'est ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais répondre très rapidement, mais si vous voulez, on pourra en reparler plus en détail par la suite. Mais il y a un frein qu'on appelle l'aversion au risque, qui est un frein qui existe dans toutes les entreprises, en fait. C'est changer de modèle économique, changer de modèle de production, changer de modèle industriel, ouais. C'est prendre des risques, parce que le changement est porteur de risques. Et d'autant plus quand on parle de transition qui va d'un modèle conventionnel à un modèle agroécologique, parce qu'un modèle conventionnel en agriculture, c'est minimiser, réduire, certainement pas éliminer, mais en tout cas réduire fortement le risque, par une espèce d'assurance qui s'appelle l'agrochimie, qui consiste à effacer la variabilité environnementale, la variabilité climatique en utilisant des produits chimiques. Voilà. Et donc, quand vous proposez à ces agriculteurs qui ont une culture de plusieurs décennies, où ils ont éliminé le risque de retourner dans une situation où ils vont subir les aléas climatiques, environnementaux, et reprendre à nouveau des risques, ça c'est un frein majeur. J'entends toujours bien. On a un deuxième frein majeur qu'on a identifié, ce sont les filières. Donc les coopératives, le modèle agro-industriel. Par exemple, on a convaincu un certain nombre d'agriculteurs d'avoir des plantes adventices, des coquelicots, des bleuets dans leurs parcelles. Voilà. On a même convaincu des agriculteurs de semer des bleuets pour les abeilles dans leurs parcelles. Et ces agriculteurs-là, ils ont payé des pénalités quand ils ont amené leur récolte à la coopérative.
parce qu'il y a des graines, il y a des contrats en fait avec les coopératives, mais ces pénalités, c'est pas rien quand même. Donc ça, c'est ce que j'appelle le frein des filières, mais ça, c'est un exemple un petit peu caricatural, mais d'autres freins des filières beaucoup plus importants, c'est que aujourd'hui, la filière agro-industrielle, elle a misé sur la standardisation des produits, la standardisation de la taille des graines, des tailles de fruits, du taux de protéines dans le blé, enfin voilà, tout est standardisé parce que c'est la clé du modèle agro-industriel. Si vous passez dans un modèle agroécologique qui repose sur la nature, il y aura beaucoup plus de variabilité, d'hétérogénéité, et ça, c'est incompatible quelque part avec le modèle agro-industriel, où ça devient compatible que si ce modèle change, et un peu plus qu'à la marge. Donc c'est un deuxième frein très important. Et puis il y a un troisième frein que j'identifie, qui est un frein à venir, mais qui existe déjà dans certaines régions de France, c'est que le modèle agroécologique qui repose sur la biodiversité, et il y a déjà plein de régions agricoles qui sont quasiment des déserts en termes de biodiversité. Donc si ces agriculteurs réduisent l'azote et les pesticides en se disant qu'il va y avoir des abeilles, des carabes et des coccinelles pour remplacer l'agrochimie, que ces animaux ne sont pas présents, eh ben, ça ne marche pas. Donc ça c'est un peu le caractère d'urgence. Et puis le dernier frein, j'en parle pas mal dans le livre justement, j'ai un petit peu de pub au passage, c'est un frein institutionnel en fait, c'est que l'agroécologie qui est promue par le ministère de l'Agriculture, par l'INRA, par pas mal de gens, plus ou moins bien intentionnés, en fait, c'est juste en superficie, parce que en fait, l'essentiel des financements va quand même dans le modèle industriel, agro-industriel de base. Quand je dis l'essentiel, il y a plusieurs études qui ont été faites récemment qui montrent que entre 95 et 99% du financement, en France comme en Angleterre comme en Europe, va dans le modèle agro-industriel. Donc l'agroécologie ou le bio, par exemple en Europe, au niveau de la PAC, 1 à 2% du financement de la PAC va vers le bio ou l'agroécologie. Donc quand vous êtes dans un modèle dominant, que vous voulez remplacer par un modèle qui pour l'instant est minoritaire, mais que 95% du financement continue à aller dans le modèle dominant, je pense que ce n'est pas une franche surprise que le modèle dominant ne cède pas la place au modèle minoritaire. Voilà le dernier frein qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup, Vincent. Bon, effectivement, tout ça, ça fait frémir. Heureusement qu'il y a quand même de l'espoir sur le fond. Bon, l'exemple des vaches maraîchines présentées dans les exploitations où travaille Frédéric, mais aussi, je dirais aussi à l'échelle nationale, le développement du bio. Et bon, la surface a considérablement quand même progressé au cours des dernières décennies. Je crois qu'on est passé à 12% au niveau de l'assolement ou en termes d'exploitation. 8, ouais, voilà. En tout cas, ça progresse. Et la progression, elle est constante. La tendance, elle est là. Et donc, puisque sur le fond, quand même, la conférence de ce soir, elle est en rapport entre la biodiversité et l'agriculture. Quel est votre avis justement sur l'agriculture biologique et la conservation de la biodiversité? Est-ce qu'il y a certainement des choses à faire à ce niveau-là pour plus sensibiliser peut-être ceux qui travaillent? Il y en a beaucoup qui sont déjà sensibilisés à ce niveau-là, mais il y a peut-être encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Non, sur la conversion à l'agriculture bio, je préfère laisser Vincent répondre. En revanche, sur les freins au changement, j'ai peut-être 2-3 mots pour compléter. C'est que, en fait, le laboratoire qu'on met en place, on a été suivi par quelques chercheurs, et notamment l'ESA d'Angers sur les aspects sociologiques, et notamment pour faire le lien entre circuit court et prise en compte de la biodiversité par les consommateurs. En gros, on a étudié 5 ou 6 AMAP et on a enquêté pour savoir, enfin les sociologues ont enquêté pour savoir quels étaient leurs intérêts pour la préservation de la biodiversité. Et en réalité, là, en dehors du Marais breton, où là, on a mis en place une collaboration que je vais vous présenter un petit peu,
Et bien en fait ailleurs, ça n'apparaissait pas parmi les priorités premières. L'environnement faisait partie, mais de façon assez confuse, globale. La santé, évidemment, la première motivation, et puis la solidarité avec les agriculteurs pour le revenu. Et en fait, donc c'est comme dirait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, et ça marche pour tout à peu près comme ça, de la démocratie dans les territoires, le lien entre alimentation et biodiversité. En fait, c'est pas parce qu'on fait de l'agriculture bio et qu'on est dans une AMAP qu'on a tout compris. Et du coup, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer, et c'est ça qu'on s'est efforcé à faire. Et pour moi, c'est une démarche d'éducation populaire qui conduit vers la prise de conscience et l'empowerment en bon français pour les aspects politiques. C'est-à-dire que une fois, on avait parlé de ça avec Hervé Kampf qui disait oui, c'est bien gentil d'acheter des fromages de chèvre à la MAP, mais c'est pas ça qui change le monde. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité que probablement nous avons ici pour être là ce soir à cette heure-ci, d'analyser des concepts, de faire de la politique. C'est des choses compliquées, et du coup, si on rentre par la fabrication des toilettes sèches ou du fromage de chèvre ou la consommation de fromage de chèvre, et qu'il y a une dynamique d'éducation populaire avec des gens qui ont envie de faire grandir en compréhension le groupe, et bien là, ça donne des résultats intéressants. Et à partir du fromage de chèvre, eh bien, on a des gens, comme c'est expliqué dans le film, qui viennent financer, donc contrer le système capitaliste classique en aidant, faisant des prêts à taux zéro, etc. Et une fois qu'on a les mains là-dedans, eh ben, on est plus averti pour éventuellement interpeller les politiques locaux. Et nous, à l'échelle du territoire, on voit que ça marche. C'est-à-dire que le Marais breton, c'est un territoire plutôt conservateur, hein, droite, partagé entre chasse, pêche, nature, tradition et l'UMP à l'époque. Et du coup, malgré ça, avec donc tout Saint-Jean-de-Mont, la grosse zone balnéaire touristique, enfin, c'est pas un pays d'écolo du tout. Et malgré tout, en ayant mis cette énergie dans ce territoire, au bout de 10 ans, eh bien, on a des élus qui nous étaient plutôt défavorables. Bon, les dernières élections municipales ont pas mal changé la donne, mais bon, je reconnais encore beaucoup d'élus. Et ils ne nous regardent plus pareil, quoi. Alors, par contre, on était considérés comme des marginaux. Et aujourd'hui, on nous met en avant, il y avait tous les élus, le député et la conseillère régionale, lors de la avant-première au cinéma. Et ça, enfin voilà, pour moi, ça y contribue. Et juste pour les freins au changement, pour moi, les freins psychosociaux sont quand même très, très, très importants. Et je pense que c'est quelque chose que l'on néglige beaucoup. Vincent expliquait tout à l'heure qu'on a beau faire la démonstration rationnelle, que c'est plus rentable de faire comme ça, les gens continuent de faire autrement. Et pourtant, dans les comités de pilotage, les réunions publiques, les agriculteurs reviennent toujours sur l'argument de l'argent, du revenu, etc. Parce que ça, c'est quelque chose de sérieux. Sauf que là, il y a dissonance, quoi. Il y a un problème. Et pour moi, l'autre aspect positif de relier les consommateurs aux producteurs, c'est de trouver d'autres formes de reconnaissance que la productivité. Parce que tout l'environnement social des agriculteurs est orienté, leurs cousins, leurs copains qui sont des vendeurs de matériel, les gens de la COP, sont tous passionnés par le productivisme et tous les appareils qui vont autour, les beaux tracteurs, les champs nickel. En plus, on a en agriculture la culture du propre, mais ça c'est pareil dans toute la société, et la culture du travail, qui est à mon avis dans la valeur travail dans le monde agricole qui est sans doute supérieure à... Donc du coup, quand une prairie est mal drainée, c'est qu'on n'est pas un bon travailleur, quoi. Donc du coup, il faut déconstruire tout ça. Et ça, on a besoin d'être nombreux. Moi, j'ai été pas mal perturbé par la lecture de Sapiens, là, de Harari, vous l'avez peut-être lu, qui parle des mythes collectifs comme la puissance principale de Sapiens pour devenir l'hominidé dominant de toutes les autres espèces. Et à mon avis, c'est hyper important d'avoir ça en tête, et il faut qu'on raconte une histoire collective qui intéresse et valorise les agriculteurs qui ont envie de faire un pas de côté, quoi. Mais je ne sais pas comment on fait pour inventer un mythe qui a du succès. Effectivement. On va essayer de donner la parole à Pierre, qui veut intervenir. Bon, alors, merci Julien d'avoir fait un petit résumé, parce que j'entends strictement rien, donc j'ai eu droit à un petit résumé. Donc je crois que Frédéric a parlé de consommateurs.
et puis à la fin de passion pour le machinisme, c'est ça en gros, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Alors j'avais une petite chose à dire sur les consommateurs, on va y revenir, mais par rapport à cette passion pour le machinisme, je me rappelle le film que j'ai pu voir là m'a rappelé de bons souvenirs en fait, parce que entre 2004 et 2007, je travaillais à Nature Environnement 17, association départementale de protection de nature en Charente-Maritime, et avec Jean-Marc Thirion, un naturaliste que certains d'entre vous connaissent bien, et un jeune ingénieur de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, Sébastien Mériot, on avait mis au point, avec également Jean-Jacques Blanchon, qui était à l'époque encore à la LPO, on avait mis au point un système pour les contrats d'agriculture durable qui sévissaient à l'époque, dans le cas des mesures agro-environnementales. Et ce système qui avait été mis au point, c'était une journée de formation, c'était marqué comme ça, journée de formation, je mets quand même des guillemets, à l'intention des éleveurs, des agriculteurs qui avaient des parcelles de marais, qui utilisaient des parcelles de marais et qui voulaient contractualiser ces parcelles de marais dans le cadre de mesures agri-environnementales, dans le cadre de ces CAD. Donc le matin, on recevait environ, on accueillait une vingtaine d'agriculteurs, c'était des sessions qui avaient lieu tout au long de l'année, et on discutait avec eux du vivant dans les marais. En principe, c'était appelé biodiversité dans les marais, mais moi le terme biodiversité commence par me sentir un peu par les yeux, donc je préfère parler du vivant dans les marais. Et l'après-midi, on allait sur les parcelles des agriculteurs et on regardait avec eux l'intérêt de leurs parcelles. Alors eux apportaient leur regard d'agriculteurs et nous on apportait un regard entre guillemets de naturaliste, d'écologiste, voilà. Et au départ, moi je pensais que ce serait difficile. Et en fait, ma surprise, ça a été un accueil plutôt positif de la part de la plupart de ces agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui exploitaient en marais, totalement, mais il y avait aussi beaucoup d'éleveurs qui en fait avaient leur exploitation hors du marais, dans la plaine, ou sur des coteaux, et amenaient les vaches de temps en temps dans le marais, l'été dans le marais. Et ces gens-là pouvaient être des exploitants agricoles dans la plaine, hein, avec des fois plusieurs centaines d'hectares. Donc des personnes qui, a priori, n'avaient pas forcément la fibre naturaliste très marquée, ou environnementale. En fait, on s'est rendu compte que quand on était sur les parcelles, le courant passait avec tout le monde. Et autant nous, on se formait parce qu'on apprenait les contraintes qu'ils avaient, les problèmes qu'ils rencontraient, etc. Et autant eux, ils étaient des fois, mais quelquefois, on avait des agriculteurs qui avaient peut-être jamais regardé leur parcelle comme ça et qui étaient émerveillés devant une épreinte de loutre ou telle ou telle végétation de milieu aquatique rare, etc. Et ça, c'était quelque chose de très, très intéressant. Ça montrait que finalement, les agriculteurs, même ceux qui finalement avaient l'air un peu éloignés, on aurait pu dire déconnectés, mais aussi j'aime pas trop ce mot, donc éloignés du marais, de préoccupations de biodiversité, ben finalement, une fois qu'ils étaient dedans, qu'ils étaient dans le bain, qu'ils se mettaient à regarder, à faire autre chose que prendre leur tracteur, etc., eh ben, ils prenaient du temps. Ils acceptaient de prendre du temps. À tel point que c'est eux qui nous parlaient, par exemple, des problèmes posés par l'ivermectine. C'est eux qui nous disaient, en regardant les bouses de vaches, mais vous voyez, nos bouses, elles ne se décomposent plus dans les prairies. Et donc, ça a amorcé des discussions vraiment riches. Donc, et en fait, c'est là où je veux en venir faire le lien avec ce qui a été dit précédemment. Je me suis rendu compte que finalement, ceux qui étaient parmi ceux qui avaient plus de mal à rentrer dedans, c'était plutôt des jeunes exploitants. Et des gens qui avaient la trentaine, par exemple, qui étaient en train de reprendre l'exploitation familiale et qui avaient un vrai projet d'entreprise. Et ceux-là, en fait, même s'ils étaient intéressés, se montraient curieux, on sentait quand même qu'il y avait cette volonté de monter une exploitation agricole digne de ce nom, concurrentielle, exportatrice, industrielle. Et c'est un constat, effectivement, alors c'est fait dans le film, c'est très bien dit dans le film, hein, justement, où on dit qu'effectivement, c'est pas si, la jeune génération, c'est pas si évident que ça, qu'elle soit tellement sensibilisée
parce qu'il y a des années de formatage, parce qu'il y a tout un système, j'en reviens au système qu'on dénonce, enfin moi que je dénonce en tout cas, système capitaliste, qui est là pour encourager les jeunes à faire du machinisme, à investir dans du matériel. Je regardais cet après-midi un article de reporter que peut-être certains d'entre vous ont vu sur la numérisation dans des exploitations agricoles, mais c'est affolant. Il y a même une entreprise qui développe dans le Gard de la production de maraîchères sans sol, rien, totalement, en endroit totalement stérile et qui se passe totalement de produits phytosanitaires. Donc ils considèrent que ça c'est l'exploitation de demain, c'est l'exploitation du futur et que ce sera une exploitation écologique. Vous voyez où on en est, quoi. Donc là c'est vraiment grave, c'est un peu le monde à l'envers. Et puis je voulais aussi revenir sur les consommateurs. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je crois que ça a été évoqué aussi par Frédéric, entièrement d'accord sur le côté circuit court, etc. Moi, j'en reviens à ces personnes qui sont mises à l'écart, qui sont à l'écart de ces circuits et qui ne peuvent pas y aller, en tout cas. Moi, ça reste mon avis. Il est question, depuis pas mal d'années déjà, il y a des mouvements qui se créent autour de cette notion de sécurité sociale de l'alimentation. Et ça, est-ce que c'est pas quelque chose, justement, qui pourrait être approfondi dans le cadre de nos réflexions, dans le cadre des réflexions de la conf, etc. Alors évidemment, c'est pas un syndicat tout seul qui va pouvoir mettre ça en place, mais peut-être que ça pourrait amorcer quelque chose, c'est-à-dire garantir un accès à l'alimentation saine, à une alimentation de qualité, même à des personnes qui ne peuvent pas se le permettre. Et ça pourrait se faire sous forme de cotisation, comme la cotisation sociale, et les gens pourraient à ce moment-là avoir un fonds acquis pour un mois, etc., pour leur permettre justement de venir se servir dans ces circuits courts, de venir se servir dans les fermes, etc. Ah ben voilà. Donc il y a des gens dans la salle, sans doute, qui peuvent en parler beaucoup mieux que moi. Non, mais c'est pour amorcer. Moi, je suis pas un spécialiste de la question, mais j'en ai entendu parler, j'ai lu des petites choses dessus, et effectivement, ça me semble intéressant. Et ça me semble important aussi pour les paysans. Parce que et il y a des choses, j'ai vu dans la Drôme, par exemple, qui commencent à se mettre en place à ce niveau-là, avec des paysans qui se regroupent et qui organisent des marchés. Et en fait, alors c'est pas vraiment une sécurité sociale parce qu'il n'y a pas encore de cotisation, mais par exemple, ils proposent 3 prix. Ils proposent un prix au-dessus du prix normal pour ceux qui peuvent se le permettre et qui permet à l'agriculteur d'avoir un peu plus. Ils proposent le prix réel et ils proposent un prix en dessous qui permet à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer au prix normal, de pouvoir s'alimenter et de pouvoir récupérer des bons produits. Et ça a l'air de marcher en tout cas, pour l'instant. Ben voilà, c'est une idée. Peut-être donner quelques éléments sur la question que posait Charlie sur les relations entre agriculture et biodiversité, et notamment le bio ou l'agroécologie. Et puis en lien avec ce que vient de dire Pierre Grillet. Alors, nous, on défend l'idée que la biodiversité est indispensable à la production agricole. Ce qui est partiellement vrai parce que effectivement, il est aujourd'hui techniquement possible de produire des aliments sans biodiversité. L'exemple le plus classique, c'est les cultures hydroponiques de tomates, mais qui sont en train de s'étendre à beaucoup d'autres types de production. Culture hydroponique de tomates, c'est un pied de tomate qui est sur du sable, il n'y a même pas de sol, et qui est nourri par de l'eau enrichie en éléments indispensables à la tomate. Alors, petit détail quand même, dans le cas des tomates, on est obligé d'utiliser des insectes pour polliniser les tomates, sinon il n'y a pas de tomates. Donc dans ces serres hydroponiques, on met des petites ruchettes de bourdon qui sont élevées et vendues pour aller polliniser les tomates, sinon il n'y a pas de tomates. Mais c'est vrai que techniquement, il y a de plus en plus de productions qui sont aujourd'hui capables de s'affranchir totalement de la biodiversité. Mais c'est un calcul très court, parce qu'en fait, ces types de productions, certes, ne reposent plus sur la biodiversité, mais sont totalement inabordables d'un point de vue financier, d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue coût carbone. Par exemple, ce type de production
pour produire 1 calorie d'alimentation, nécessite entre 5 et 10 calories. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement négatif sur le plan de la production. On utilise plus d'énergie pour produire de l'aliment que ce que l'aliment nous fournit. Et en plus, cette énergie provient pour 80 ou 90% de pétrole. Donc c'est des solutions qui techniquement existent, et de la même manière, on peut se passer des abeilles, techniquement, pour polliniser les arbres. En Chine, ils font ça avec des gens, sauf le jour, ça se fait plus aujourd'hui. C'est intéressant le cas de la Chine. Ils ont éliminé les pollinisateurs parce que dans leur grand verger de pommiers et de poiriers, dans cette région du Yunnan, ils ont éliminé tous les éléments semi-naturels, donc il n'y a pratiquement plus de pollinisateurs, et ces arbres fruitiers ont besoin tous, fleur par fleur, d'être pollinisés. Donc comme il y a un déficit de pollinisateurs, il n'y en a plus zéro, mais il n'y en a plus assez, ce sont des humains qui pollinisent les fleurs. Vous avez peut-être vu les photos avec des pinceaux, des femmes d'ailleurs pour l'essentiel. Sauf que la Chine a évolué, heureusement pour eux, et aujourd'hui le coût horaire du travail a énormément augmenté en Chine, comme ailleurs sur la planète, mais c'est aussi arrivé en Chine, et ça devient plus du tout rentable de demander à des gens de polliniser les arbres. Donc même ce système-là a des limites. Et l'autre exemple avec les pollinisateurs, c'est la Californie, où c'est aussi une grosse production d'arbres. Donc c'est des orangers ou des amandiers qui nécessitent également de la pollinisation. Pour la même raison qu'en Chine, ils ont éliminé les pollinisateurs. Ils ont, dans un premier temps, pendant des décennies, utilisé de l'abeille domestique qui viennent par camions entiers qui traversent les États-Unis. C'est des milliers de camions qui viennent sur les orangeries et les amandiers de Californie, des millions de ruches qui viennent pour polliniser pendant 3 semaines. Et puis, ils ont eu le gros problème aux États-Unis, qu'on a aussi en France, de la disparition des abeilles domestiques et des ruches. Et donc, ils ont développé la mise au point, et ça marche techniquement, de drones, de petits robots. Ils ont une taille, c'est pas la taille d'une abeille, mais c'est à peine plus gros finalement, qui pollinisent les amandiers. Techniquement, ça marche. Sauf que quand on s'amuse à faire le calcul, si on remplaçait toutes les abeilles par des drones, c'est des milliers ou des millions de fois, je ne me souviens plus, le PIB de la planète. Donc c'est juste pas jouable. Donc on peut technologiquement trouver des solutions pour se passer de la biodiversité, mais ce n'est pas des solutions envisageables à terme ou de manière massive. Donc on a besoin de la biodiversité pour la production agricole, mais même si techniquement, localement, on peut s'en passer. Et j'en viens aux relations entre biodiversité et agriculture. Donc dans des modèles agricoles céréaliers, mais c'est valable aussi dans l'élevage et dans les prairies, il y a besoin de tous ces insectes, les oiseaux, les plantes, pour recycler la matière organique, fournir les éléments, polliniser les cultures. Là. Il y a vraiment besoin de biodiversité, ce que les agriculteurs ont peut-être eu un petit peu tendance à oublier ces dernières décennies, grâce ou à cause de l'agrochimie. Après, quel est le modèle agricole qui favorise la biodiversité? Il y a eu des grands débats là-dessus, notamment autour du bio. Ça a été longuement critiqué, est-ce que le bio, l'agroécologie, mais en particulier le bio, est-ce que ça augmente la biodiversité? Alors, je peux vous rassurer ou vous donner la réponse des scientifiques, parce qu'il y a eu des milliers d'études maintenant. Il y a ce qu'on appelle des méta-analyses, et des analyses qui combinent le résultat de centaines, voire de milliers d'analyses. Et oui, le bio augmente la biodiversité de manière tout à fait substantielle. C'est un petit peu variable selon qu'on parle de plantes, d'oiseaux, d'insectes, mais grosso modo, retenez le chiffre que l'agriculture biologique augmente la richesse en espèces de 30% et l'abondance des individus de 50%, ce qui est tout à fait considérable. Ça, c'est le résultat de centaines d'études. Donc il n'y a absolument aucune équivoque là-dessus. Le bio augmente la biodiversité. On est même capable de dire à quelle vitesse ça va. Quand une exploitation passe en bio, la flore augmente la première. C'est ce qui répond le plus vite. Les insectes mettent un peu plus de temps, on va dire 2 à 3 ans, 4 ans pour certains, les pollinisateurs, les carabes. Et les sols, c'est-à-dire la matière, toute la vie dans le sol, les micro-organismes, les vers de terre, mettent encore plus de temps. Il faut à peu près 10 ans pour qu'un sol d'une parcelle en conventionnel à un passage en bio récupère toutes ses fonctionnalités. Donc tout ça, et là encore une fois, la science et la recherche ne possèdent pas forcément toutes les réponses à toutes les questions, mais nous donnent déjà des pistes très solides
Donc il y a encore des faux débats qui circulent dans la presse, hein, ou dans les médias, ou même dans la recherche, mais en fait les questions sont aujourd'hui soldées. Merci Vincent, merci beaucoup. Intervention. Oui, d'abord merci pour le film, merci pour tout ce que vous dites. Je vais peut-être bien tout mélanger, moi, parce que d'abord je commence sans doute à vieillir aussi un peu, mais on n'a pas du tout parlé d'éducation. Je crois qu'un des leviers et un des freins aujourd'hui, j'ai le souvenir de lycées agricoles ou de modèles proposés qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on peut appeler l'intérêt général. C'est-à-dire que tout à l'heure on a parlé du beau, la définition du beau, la définition du propre, on n'a pas tous la même. Dans ces lycées, j'ai entendu, il m'est arrivé d'intervenir, la définition du propre, c'est pas celle que j'ai moi. La définition du beau, c'est le modèle du super tracteur qui fait un terrain super plat avec pas une herbe qui dépasse et pas une motte, voilà. Donc ça me paraît important, essentiel. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je suis issu d'une commune à cheval sur la zone humide, le Marais et la Plaine, où il y a seulement 25 ans, il y avait, sur Amuret, pour ne pas la citer, il y avait une dizaine d'exploitations, 10 exactement, avec de la polyculture, c'est-à-dire moitié élevage et un peu d'élevage, des prairies basses, des prairies moyennes, des prairies hautes, et puis des céréales sur le haut. C'est pas par hasard, si à un moment donné on a perdu le label au niveau du Marais Poitevin, c'est pas par hasard si tous les agriculteurs d'Amuret, parce qu'aujourd'hui ils sont plus que 4, et c'est seulement 4 céréaliers, il n'y a plus de vaches, hein, il y a longtemps. Il y a eu une période où il y en avait encore quelques-unes, mais elles étaient enfermées. Donc, c'est pas par hasard, c'est parce que ils y avaient intérêt, à un moment donné, et un intérêt financier direct. Comme je disais, les prairies, ils les ont pas retournées comme ça. De mémoire, si à l'hectare, on pouvait à peine toucher, je sais pas, à l'époque, c'était 150 €, si on avait des vaches, des vraies, pas des folles, sur de l'herbe, et puis 300 à 400 € si on se mettait à faire essentiellement des céréales, même les moins futés, ils ont fini par comprendre. Hein. Donc aujourd'hui, on en est arrivé à cette situation-là, avec effectivement des lycées agricoles qui continuent de pousser, comme ce que vous expliquiez, la technologie, les techniques, les drones, on va faire du chirurgical, enfin bon. Ce qui intéresse les gens, c'est gagner un maximum avec un minimum d'efforts. Et c'est ça qui nous emmène à cette situation. On a complètement oublié les fondamentaux. Moi, j'entendais les André Pochon, ça fait déjà quelques années, mais, et puis d'autres à l'époque, des gens de la conf, qui disaient, mais le bon sens paysan, c'est d'adapter sa culture au sol, au climat, à la région. C'est d'avoir des animaux, pas une vache à lait, mais une maraîchine, parce qu'on est dans le marais. C'est d'avoir du maïs population, ou c'est pas de faire du maïs sur des terres à vignes. Aujourd'hui, on est arrivé là. Comment inverser ça? C'est vrai que c'est un sacré chantier, parce que les habitudes, on sait que c'est ce qui a le plus difficile à changer, et puis quand en plus c'est des habitudes qui ont emmené malgré tout un certain confort, quand une minorité aujourd'hui, mais c'est, quand j'entendais Pierre tout à l'heure, c'est quand même la minorité de l'argent, quand on parle d'agro-industrie, c'est 10% du monde agricole qui sont manipulés par des agro-industriels et par l'agroalimentaire. Mais ça ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Et c'est là que je terminerai en disant que moi, je suis un ancien élu, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu comment ça se passait à notre petite échelle, y compris au niveau d'échelle de l'agglo. Malheureusement, ça continue toujours dans le même sens. Le rôle des élus, il est essentiel. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas changer la PAC en faisant une réunion à Amuret. C'est peut-être là que ça pourrait commencer d'ailleurs. Hein. Mais à un moment donné, au niveau de la région, on avait obtenu avec Serge Morin que les aides
ne soient pas accaparés au niveau national et redistribués par la FNSEA ou leurs copains, mais que ce soit plutôt la région qui, en fonction de ses spécificités, redistribue ces aides PAC, c'était déjà un progrès. C'est loin d'être suffisant, mais c'était largement un bon début, parce qu'encore une fois, on ne fait pas avancer les gens avec rien. Il faut encore une fois qu'ils y aient intérêt. Voilà. En réaction, enfin je sais pas, Vincent, vous parliez justement de cette question des coûts énergétiques, de cette autre manière de faire quand on technologise, etc. Alors tout de suite je vais faire un petit peu de pub. Il y a un super bouquin qui a été édité par les Ateliers Paysans. Les Ateliers Paysans, c'est un groupe d'agriculteurs qui s'organisent pour faire du machinisme et du bricolage adapté au maraîchage, etc. Et qui ont sorti ce bouquin qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines » et qui notamment alerte fortement sur l'évolution du modèle agricole qui nous mène à ces méga-fermes, etc. et qui évoque toutes ces nouvelles solutions, parce que ce qu'on partage notamment avec Fred, et je pense que tout le monde est conscient de ce constat d'urgence, 50% des exploitations, des exploitants actuels, vont passer la main dans les 10 ans qui viennent. Et derrière qui, derrière quoi, dans qui va reprendre et dans quelles conditions? Je crois que Paysans de Nature, il y a une piste. Moi, ce que j'ai bien entendu, c'est que les copains, je crois que c'est la sœur de Ludivine, où ils ont racheté ensemble une ferme, et en recollectivisant une grosse ferme, ils arrivent à chacun développer, à faire des fermes plus petites, etc. Mais là, je pense qu'on est tous conscients de l'impérieuse nécessité et de l'urgence à imaginer dans les 10 ans qui viennent d'autres manières de reprendre ces fermes. Donc on a des outils, il y a Terre de Liens, Paysans de Nature, ce sera super que ça puisse se diffuser sur d'autres territoires. On parlait tout à l'heure, et tu pourras peut-être revenir, pourquoi ça marche là-bas, quels sont les facteurs limitants pour que ça passe par exemple les Deux-Sèvres. Peut-être, je suis fou, mais de votre rencontre, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut naître. En tout cas, le besoin est là, et ce type d'expérience a besoin de pouvoir faire tache d'huile, c'est évident. Alors où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Pour redire, Vincent, ça m'a mis la puce à l'oreille sur cette question du rapport énergétique et finalement de l'efficacité. Dans quelle mesure ces territoires nous nourrissent? Dans quelle mesure ces territoires, en fait, on parle d'agriculture intensive. Moi, je ne sais pas, quand il y a une ferme qui a 500 hectares et que ça crée 2 emplois, et je ne sais pas si c'est une vraie intensification. Quand je mets en regard la ferme d'Amandine, où sur 2 hectares, il crée 4 emplois, ça, c'est de l'agriculture intensive, et on utilise intelligemment, et on est moins consommateur de... Et comment dire? Je suis un peu long, mais j'y viens. Aujourd'hui, sur le territoire qui correspond plus ou moins à la zone atelier, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un projet de bassinage généralisé, que ce projet de bassinage généralisé rencontre une ferme opposition. Et Vincent, tu as participé, je ne sais pas aujourd'hui si tu participes encore au comité scientifique et technique. On a pu voir dans la presse un certain nombre de sorties où après plusieurs réunions, etc., tu as alerté sur certains aspects, notamment de mémoire. Tu alertes justement, c'est ça l'aspect énergétique, sur la mise en place des cultures intermédiaires à vocation énergétique, où grosso modo chez nous ça revient très clairement sur la zone du Mignon à planter un maïs au mois de juillet, largement irrigué, pour faire de la fibre, de la matière organique, pour passer dans le méthaniseur. Donc quand on voit, tu as aussi alerté sur le fait que les annonces, en tout cas les objectifs qui étaient affichés sur une réduction de 50% de pesticides, qui serait en quelque sorte le contrebalancement, la négoce qui fasse que, en donnant les bassines, il y aurait un changement objectif des pratiques. Tu as dénoncé ou annoncé que les objectifs seraient difficilement tenus et que techniquement c'était pas trop tenable, donc fait que ne le prenez pas. Donc je vais poser cette question assez cash. Les bassines, est-ce que c'est un outil pour la transition écologique ou est-ce qu'au contraire c'est un outil pour renforcer cette agro-industrie dont on mesure les effets actuellement sur notre territoire? Merci Julien. Donc, la réponse semble être plutôt la deuxième hypothèse, c'est renforcer le système productiviste. Il y avait quelqu'un qui voulait intervenir aussi, je crois, tout à l'heure, non? C'est pas vous?
j'aurais bien aimé avoir une réponse. Bon. Je viens de répondre, mais j'aurais pas vraiment de réponse. C'est l'avenir qui nous le dira, en fait. Je pense qu'on est tous conscients qu'il faut que le modèle agricole change. Enfin, tous, non, on n'est pas tous conscients, mais une partie des scientifiques, des agriculteurs, des citoyens et même des politiques sont conscients que le modèle agricole doit changer, parce que, pour une raison très simple, c'est que ce modèle, à mon sens, va dans le mur. Voilà. Pour des raisons énergétiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de biodiversité, pour des raisons de santé humaine et des écosystèmes. Bon, voilà. Donc il faut que ce système change. Il ne va pas changer tout seul. Il va falloir probablement combiner un certain nombre d'approches. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, des approches qui vont relever des politiques publiques, des choix individuels, à la fois des agriculteurs, des consommateurs, et des leviers et des outils financiers. Donc, par rapport à la problématique des bassines, moi, j'ai été très distant par rapport à toutes les négociations auxquelles j'ai absolument pas participé, même si j'y ai été invité à plusieurs reprises. Il y a un pacte, quelque part, qui a été acté, au moins avec une partie de la société, dans lequel le monde agricole s'est engagé à changer, assez profondément, en tout cas dans les mots. Personnellement, puisque la question m'est adressée personnellement, on m'a invité à participer au comité scientifique technique, donc j'ai dit oui, parce que cet objectif de transition, et je parle plutôt même de transformation du modèle agricole, est un objectif qui m'intéresse, et se trouve en plus qu'il y a un certain nombre de bassines qui sont sur notre zone d'étude. Et donc j'ai passé 2 ans à essayer, comme les autres membres du comité scientifique et technique, à donner du contenu au protocole d'accord, parce que le protocole d'accord, je ne l'ai pas lu dans le micro-détail, mais c'est quand même très vague, en réalité. C'est des principes assez généraux. Et le diable est souvent dans les détails. Et donc on a passé 2 ans à mettre du contenu, des engagements, notamment de la part des agriculteurs, ce qui n'a pas été facile. Et en décembre 2020, la profession agricole a acté une idée que j'ai beaucoup soutenue, voire même proposée, qui est de réduire de 50% à l'échelle du territoire l'utilisation des phytos. Ça, c'est quand même un objectif ambitieux, mais relativement nécessaire, puisque le plan national éco-phyto a le même objectif sans l'avoir absolument atteint. Donc la profession agricole s'est engagée sur cet objectif. Et mon alerte, à titre personnel, que j'ai réitéré il n'y a pas très longtemps, c'est que, au vu des engagements qui existent au jour d'aujourd'hui, on est mal parti pour atteindre cet engagement. Et donc j'alerte la profession agricole, le président de la Chambre d'agriculture à plusieurs reprises, la FNSEA, enfin tout le monde, que c'est... Bah oui, c'est effectivement... Non, mais je suis d'accord. Mais je les alerte que c'est dangereux, probablement, d'un point de vue sociétal, de ne pas tenir ces engagements. Voilà. Donc là, je dirais que la profession agricole, elle est un petit peu au pied du mur. La transformation agroécologique, elle est indispensable. Le protocole d'accord engage les agriculteurs. Ils ont signé, par la voix de leur président, de la Chambre, et puis de la Côte de l'eau, cet engagement, et maintenant on comptabilise. Bon, et les premières comptabilités, donc le premier ouvrage, il y a 8 agriculteurs qui sont concernés, aucun s'est engagé sur la réduction de phyto, 0 sur 8. Et sur les 60 premiers engagements qu'on a pu voir en comité, il y en a 60, c'était, ce que je dis est tout à fait public, hein, il y en a 3 sur 60 qui concernent de la réduction de phyto, sur 200 agriculteurs au total. Donc ça veut dire que ça fait peser sur les 140 qui restent l'atteinte de l'objectif. Déjà, 50% de réduction, ça leur paraît difficile, mais là, ça va être 75% pour ceux qui restent. Donc voilà, c'est... voilà. La réponse est claire, oui.
J'aurais voulu savoir si vous pouviez nous éclairer peut-être sur des filières, parce que j'ai l'impression, je découvre un peu l'écologie, la bio, j'ai l'impression que ça va directement du producteur au consommateur, ce qui est bien, le circuit court, mais est-ce qu'il y a aussi des filières qui permettraient de développer de manière sympathique, on va dire, des emplois aussi de proximité? Je pense notamment aux produits transformés, parce que là, il y a le fromage qui est transformé directement, mais il peut y avoir aussi peut-être des idées de transformation de produits, parce que les consommateurs, certains achètent des produits qu'ils vont pouvoir cuisiner, qu'ils vont pouvoir transformer, mais il y a aussi une demande de produits bio, transformés, et pourquoi pas de proximité. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que ça existe? Voilà. Ça existe aussi sur la zone atelier. On ne s'est jamais trop concerté pour savoir ce que nous faisions les uns et les autres sur nos territoires, mais malgré les différences notoires, il y a beaucoup moins d'eau ici que chez nous, il y a beaucoup de points communs quand même. Et notamment la question de la filière et de la démocratie au sein de la filière, enfin des équilibres de gouvernance. Nous, on l'a expérimenté avec 25 éleveurs de maraîchines, 5 magasins, une dizaine de restos. On commence doucement. Ça représente 5-10% du volume de production de chacune des fermes. Mais c'est important. C'est-à-dire que Pierre exprimait les surprises qu'il avait de discuter avec des agriculteurs enthousiastes. Et en fait, c'est pour moi le truc, et là je suis un petit peu en désaccord avec l'idée qu'aujourd'hui les lycées agricoles sont toujours dans le formatage. Pour moi, c'est avant tout la population agricole qui a du mal à bouger. Et mon neveu sort juste du lycée agricole, là, et bon, je reçois beaucoup de profs, on travaille beaucoup avec des profs de lycée agricole. Ils ont envie d'aller vers l'agroécologie, beaucoup plus que les élèves, qui, eux, sont freinés par la culture familiale. Et qui sont très critiques des lycées qui veulent les emmener vers de l'agroforesterie et autres et autres. J'en reviens aux filières. Du coup, nous, on a initié un truc qui s'appelle donc la microfilière biodiversité maraîchine, avec le groupe là que je vous ai dit. Et en fait, l'innovation de ce truc, c'est qu'on a mis à équité, à égalité, des naturalistes, des producteurs et des gens de la consommation éthique, je les appelle comme ça, c'est-à-dire Biocop, quelques restaurants engagés, des gens des AMAP, etc. Et en fait, on est à égalité pour gouverner, on a un groupe de pilotage de cette microfilière, et voilà. Et les règles font que donc la nature est forcément défendue, à condition que, comme le sous-entendait Pierre, ceux qui défendent la nature soient sincères et ne soient pas là pour défendre leur boutique. Mais là, ça marche plutôt bien. Et donc voilà, c'est pour dire que ça peut marcher. Et sur la question, enfin pour moi, la question de la démocratie, elle est vraiment centrale. Et on a vu cette histoire de. Le problème, c'est que tant qu'on reste avec des déséquilibres dans les gouvernances, moi, j'y crois pas trop aux programmes de filières qui se prennent en compte la biodiversité, parce que, en fait, les agro-industriels, ils sont très forts en marketing. Et ils nous font croire, et ça marche pendant un certain temps, quoi. Et du coup, ça, c'est le contraire de la démocratie, avec des avis éclairés, des gens... voilà. Et pour moi, une des déceptions de 2021, c'était cette conférence citoyenne, là, à laquelle, pour moi, c'est une forme de modèle démocratique, de tirer au sort des gens dans la population, qu'ils aient des experts, des contre-experts, des éclairages, et qu'ils puissent donner des propositions. Mais ensuite, quand on les balaye là, par contre, c'est grave, et je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu une révolution à ce moment-là. C'était vraiment l'acte le plus horrible, je trouve, que Macron a fait pendant son quinquennat, là. Et voilà, en gros, moi, ce que je voulais dire. Et juste pour expliquer en 2 mots, on a créé un outil qu'on a adapté de Nature et Progrès, qui est basé sur le système participatif de garantie, dans le cas de cette microfilière. C'est-à-dire que ce qu'a expliqué Pierre, le dialogue entre un naturaliste et un paysan, nous on le fait avec un consommateur ou un habitant du territoire, parce que consommateur c'est un peu réducteur. Ça peut être quelqu'un de la cantine, quelqu'un du conseil municipal, du club de randonnée, etc.
Et chaque année, on visite la ferme, on fait le point de ce qui est intéressant à voir, et puis on propose, lors d'une réunion collective de restitution de toutes ces visites, il y a, mettons, 10-15 fermes qui ont été visitées, on fait le compte-rendu pendant la journée, pendant une demi-heure, de ce qu'on a vu sur la ferme, et là, l'Assemblée propose à l'agriculteur une piste d'amélioration. Donc il s'engage devant tout le monde. Et du coup, par rapport à ce que vient d'expliquer Vincent, en fait, c'est la crise de la démocratie représentative. C'est-à-dire que les agriculteurs, que le président de la Chambre, il ait signé un truc, mais ils s'en foutent. Ils ne se sentent pas représentés par le président de la Chambre. Et on a cette crise démocratique des corps intermédiaires qui sont plus représentatifs de la société. Et c'est là qu'il faut, à mon avis, inventer un nouveau modèle. Enfin, et c'est là où je pense que les habitants des territoires ont un rôle hyper important pour prendre en main, préfigurer ce que serait un PAT. Et nous, en fait, notre système là, de garantie participative qu'on appelle le dialogue permanent pour la nature, qui n'est pas un contrôle, qui n'est pas un cahier des charges où t'es dedans, t'es pas dedans, t'es sanctionné, c'est une visite en dialogue et on s'engage ensemble vers un progrès et on est co-responsable. C'est-à-dire que les habitants qui sont là, bah, ils sont aussi responsables de consommer et de valoriser ces produits-là dans la cantine. Et du coup, aujourd'hui, nous, la stratégie qu'on a, c'est qu'on va vendre aux collectivités, dans le cadre du PAT, cet outil comme un outil pour alimenter les cantines. C'était le projet de Marc Dufumier quand il a bossé pour Hulot, là, sur... ça correspond à ce qui était dit par Pierre, je crois, de faire en sorte que ce soit les collectivités locales qui redistribuent l'argent de la PAC en fonction des objectifs, ou c'est vous qui disiez ça. Voilà. Mais par contre, il faut remettre les naturalistes dedans, parce que le gros problème, si on veut que la biodiversité soit prise en compte, parce que le gros problème qu'on a en France, c'est qu'on a quand même une culture naturaliste ras des pâquerettes. Et même chez les consommateurs bio, ça ne va pas de soi. Merci. Oui, oui, c'est plus une question. Bon, on connaît bien les industriels, l'agro-industrie, c'est loin d'être des idiots et ils anticipent sur les événements. On a parlé tout à l'heure de l'évolution du bio. Bon, ma crainte en tant qu'individu consommateur, c'est de voir, et ça me semble déjà malheureusement bien engagé, on a parlé à un moment d'agriculture raisonnée, maintenant on a trouvé d'autres adjectifs. Est-ce que dans la mesure où tout d'un coup il y a une prise de conscience des populations, les élus vont finir par suivre en traînant des pieds, ou peut-être un jour le bio sera mieux considéré? Moi je vois un des agriculteurs d'Amuret, pour revenir au terrain, qui est en train de se mettre aujourd'hui au bio, et je vais pas être gentil, puis en plus il n'est pas là, donc c'est pas sympa, mais je pense qu'il n'a pas eu l'éducation pour ça, je pense même qu'il n'en est pas capable, et il est déjà en train de faire des haricots verts en bio, à l'hectare, en l'arrosant, sur des terres qui ne sont pas dans le fond du marais, comme on faisait les haricots verts autrefois, quand j'ai connu ça. Voilà, donc il y a aujourd'hui, on est en train de... Je me trompe peut-être, j'espère que je me trompe, mais j'ai le sentiment que dans la mesure où il y a une demande, on est en train de transformer le bio en bio industriel, quoi. Je rajouterais quelque chose par rapport au lycée agricole de Maine. Je crois savoir aujourd'hui qu'il y a une filière GPN au lycée Gestion Protection de la Nature, et je trouve que c'est un excellent moyen pour faire une mixité entre la formation agricole et la prise de conscience de la biodiversité en agriculture. Alors pour répondre à la question de l'éducation pour les enfants, en fait moi je bosse dans un collège, je suis à la gestion, donc je m'occupe des achats, des commandes, etc., etc. Et il y a quelques années, en fait, il y avait le département qui avait mis en place Résalis. Et donc en fait là ça faisait, c'était vraiment une volonté politique, il y avait la mise en place réelle sur la chose, et le département d'après a tout jarté. Et ensuite il y a quand même l'instauration du repas végétarien qui malgré tout, alors ça lève plein de résistances sur les professeurs, sur les enfants, enfin c'est pas très compris. Mais je pense que là, c'est au rôle de l'école d'expliquer
Pourquoi le végétarien, c'est une bonne chose pour l'environnement et pour le reste. Et en même temps, y a quand même des éleveurs qui font des super viandes. Et du coup, on ne les renforce pas non plus dans cette démarche-là et on ne renforce pas cette filière agricole. Donc voilà, donc on essaye. On essaye, voilà, moi j'essaye vraiment de privilégier. J'ai déjà acheté de la viande, oui, on a acheté une fois, voilà, enfin bon bref, on essaye, mais c'est pas, il y a des budgets, il y a des choses comme ça, où il y a des obstacles aussi à surmonter, et voilà. Merci beaucoup. Oui, on voit qu'il y a encore vraiment beaucoup de chemin là, mais même si ça progresse doucement, mais il y a encore beaucoup de chemin pour essayer de faire avancer ces idées. J'aimerais qu'on revienne quand même un petit peu par rapport à la question thématique de départ, c'est la conservation de la biodiversité, notamment par un type d'agriculture, et revenir à l'exemple présenté dans le film. Et justement par rapport à ce que tu évoquais, Frédéric, comment arriver à faire progresser, je veux dire, cet exemple sur d'autres types d'écosystèmes, peut-être sur des régions avec des espèces qui sont peut-être moins, il y a moins d'enjeux au niveau conservation, où il y a moins de soutien de la part de grandes ONG, par exemple comme la LPO. Comment essayer de faire avancer aussi ces idées et avancer dans cette démarche, parce que je trouve que la démarche qui est présentée, disant on peut arriver à multiplier l'effet protection sur au niveau des territoires agricoles au même niveau que le font les réserves naturelles, c'est une super idée. C'est quelque chose de remarquable. Les réserves naturelles font effectivement un super travail niveau conservation, mais il y a le problème de la taille et de l'effet en mosaïque et de la dispersion. Et si cet effet était renforcé effectivement par les territoires agricoles, ça serait un plus fantastique pour la biodiversité. Merci pour la question. J'ai hâte de rencontrer Pierre Grillet qui ne m'entend pas, parce que je pense qu'on aurait des choses à se dire sur cette question-là. Moi, je viens de la LPO, donc on faisait à peu près le même métier, et du coup, j'ai mille peines à convaincre mes anciens collègues, dont je suis pourtant président de la LPO Vendée, administrateur de la LPO France, vice-président de la LPO Région, bref. Du coup, je suis bien placé pour proposer des actions, mais finalement, passer du statut d'expert au statut de médiateur de territoire en faveur de la biodiversité, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui ont des freins au changement, et je pense même que l'agriculture a montré ses capacités d'adaptation de façon assez spectaculaire par rapport à d'autres corporations. Et voilà, donc pour répondre à votre question de façon plus concrète, moi j'essaye de convaincre mes amis naturalistes qu'il faut qu'ils aillent comprendre et dialoguer avec le monde agricole, et que de cette façon-là, ils seront beaucoup plus performants pour protéger la biodiversité qu'en étant exclusivement des experts très connaisseurs de tous les taxons, ou d'un maximum de taxons dans leur... Mais chez les naturalistes, la reconnaissance, c'est la coche, c'est-à-dire de découvrir de nouvelles espèces ou de publier un article. Par contre, aller discuter avec des ploucs pour savoir s'ils veulent bien reculer leur clôture de 3 mètres pour toutes les espèces qu'ils sont très fiers d'avoir sur leur carnet, mais ça les intéresse pas trop, quoi. Ou du moins c'est plus compliqué. Et puis quand on présente ce genre de projet à l'Adréal, sur la barge à queue noire, et on a ramé pour leur dire, nous on fait de l'animation avec des consommateurs et avec des paysans qui gèrent comme une réserve naturelle, et on a du mal, quoi. On a du mal. Donc faut toujours contourner le truc pour que ça rentre dans les cases, mais en gros, quand on fait de la biodiversité, on doit faire du comptage, de l'animation dans les écoles, des contrats agro-environnementaux, mais faire un pacte entre des habitants d'un territoire et puis des agriculteurs, ça rentre pas dans les cases, quoi. Donc voilà, pour moi,
La réponse, elle est là, elle est de la transversalité dans nos métiers. Et alors c'est très bien, c'est important d'être expert et d'approfondir des sujets, de les connaître. Mais par contre, d'être capable de s'ouvrir à d'autres disciplines et puis de comprendre comment tout ça fonctionne et reprendre du recul en fait. Et les naturalistes, comme les autres, ils ont des fois une vision un peu étroite du sujet. Merci bien. On va dire une vision trop spécialisée peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres devant... Il y a Pierre qui voudrait agir. Pierre. C'est un peu compliqué, mais a priori, d'après le suivi que me fait Julien, il a été question un peu de l'attitude des naturalistes. Moi, c'est quelque chose que j'évoque un petit peu dans mon bouquin, c'est qu'en fait, c'est un constat que je fais également. Et alors c'est un peu compliqué parce que j'en fais partie et c'est en même temps une critique que je me fais, mais je crois qu'on s'est trop laissé enfermer dans une espèce de capsule de spécialistes, d'experts. On est arrivé dans l'expertise, en fait, dans l'expertise de la nature. Et ça nous a un peu coupé du reste, du côté plutôt émotionnel, du côté relationnel, etc. Et je trouve que c'est dommage. Et c'est peut-être ce qui explique aussi que cet aspect technique, en fait, a pris un peu le dessus dans le domaine de la protection de la nature. Et peut-être que ça peut expliquer aussi certains partenariats qui sont mis en place et certaines attitudes quand il y a des projets d'aménagement où on peut voir des naturalistes, des experts, finalement s'impliquer dans ces projets, même si ces projets sont très destructeurs et pas forcément utiles pour la société. Donc ça, je pense que c'est effectivement un constat que en tout cas, moi, je fais, et je vois qu'il est fait aussi par d'autres. Ce que j'aurais voulu dire aussi, parce que peut-être qu'après, je déconnecterai, parce que c'est pas évident, puis c'est pas facile pour Julien non plus de me transcrire les choses. Mais par rapport au thème, en fait, sur le rôle des habitants pour une agriculture plus agréable, plus sympa, je sais plus le titre exact, mais il y a des choses dont on pourrait discuter. Par exemple, il y a des problèmes pour acquérir la terre, pour avoir de la terre, pour pouvoir exploiter. Et il y a plein d'expériences en France, il y a plein d'initiatives qui se créent localement et dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais qui sont intéressantes. Hein. Je pense à des groupements, des GFA par exemple, où il peut y avoir des collectifs citoyens qui se regroupent, qui sont sous forme de collectifs, qui peuvent racheter des terres et puis après les mettre à disposition des paysans qui veulent s'installer. On a sur le Larzac, c'est un peu plus connu. Par exemple, il y a une société civile des terres du Larzac. Mais là, c'est un peu particulier. C'est le seul cas qui existe en fait en France. C'est les terres qui étaient destinées aux terrains militaires, à l'agrandissement du terrain militaire, qui ont été récupérées en fait par les habitants du Larzac. C'est l'État qui leur a restitué et ils en ont fait un usage collectif, c'est-à-dire que les agriculteurs s'installent, non pas à investir, non pas à s'endetter, ils s'installent dans des fermes et ils exploitent, et une fois qu'ils sont à la retraite, ils acceptent de quitter la ferme et de la transmettre à d'autres. Voilà. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant, je crois que c'est un petit peu ce qu'aurait voulu faire la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au départ. Et puis il y a des SIC aussi qui existent, hein, sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il y a plein de choses qui existent et ça pourrait être intéressant effectivement de se renseigner, de s'informer, de détailler, parce que ça c'est des choses qu'on peut mettre en place aussi localement. Je voudrais dire aussi 2 mots sur justement les mots qu'on utilise, parce que ça aussi, par rapport aux citoyens, par rapport aux consommateurs, par rapport à toutes les personnes qui entendent parler de l'agriculture, c'est quelque chose d'important, notamment quand on parle de haute valeur environnementale, quelque chose qui a été inventé par la FNSEA, avec le soutien de certaines associations d'ailleurs, et qu'on voit ce qu'il y a derrière, ça ne veut strictement rien dire, ça ne signifie rien, pourtant ça existe, et la haute valeur environnementale, pour le public, c'est quelque chose d'intéressant, qui peut être intéressant, alors qu'il n'y a rien derrière. Je pensais aussi à l'agroécologie.
l'agroécologie, on en parle beaucoup, tout le monde est pour l'agroécologie, quasiment tout le monde fait de l'agroécologie, même les exploitants qui sont tenants des bassines, je suis sûr qu'il y en a parmi eux qui disent qu'ils font de l'agroécologie. Mais en fait, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Et l'agroécologie telle qu'elle est définie par le Normandie n'a pas du tout la même signification que telle qu'elle est définie par la Confédération paysanne, par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui seraient bien d'éclaircir, parce que dans le grand public aussi, il y a une confusion. Moi, j'ai assisté une fois, il y a quelques années, à une conférence dans un lycée agricole, tout à l'heure vous avez parlé de l'enseignement des lycées agricoles, sur l'agroécologie et la biodiversité. Et il y avait un représentant d'une très grosse coopérative qui est venu informer les élèves sur ce que faisait sa coopérative pour l'agroécologie, avec des photos, un très beau montage PowerPoint. On voyait des parcelles de 30-40 hectares où on nous expliquait qu'on faisait de l'agroécologie et la personne parlait de la nécessité d'exporter, d'être concurrentiel, d'être performant. Enfin, c'était les mots de l'agriculture industrielle. Mais son intervention était labellisée agroécologie. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention à tous ces mots qui sont utilisés et qui sont récupérés en fait très facilement, et qui permettent de faire passer des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, bon, c'était un peu ça que je voulais dire. Bien, donc sur ces paroles de sagesse, je vous propose de conclure ce débat. J'ai quand même envie de dire que peut-être un des grands freins aussi à tout ce qu'on a débattu ce soir, un des problèmes de fond, c'est peut-être ce qui est très préoccupant aussi, c'est la coupure progressive, je pense, de notre société et peut-être des plus jeunes avec la nature, avec la biodiversité notamment, qui empêche justement de prendre vraiment conscience, avec aussi le manque de recul par rapport à l'accélération de l'érosion de la biodiversité, de ce qui se passe actuellement. Et ça, c'est d'où l'importance de l'éducation. Je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental, certains l'ont dit tout à l'heure, mais l'éducation à l'environnement, elle est essentielle, et dans le plus jeune âge, et on en manque vraiment cruellement. Heureusement qu'il y a par exemple un club de protection de la nature ici à Chizé, qui est animé par Nathan, ici présent, merci Nathan, et qui fait un super boulot là, pour éveiller les plus jeunes justement à la nature. Et ça, c'est des choses, c'est du concret, exactement comme ce qu'on a vu avec ce qu'a montré Vincent, là, au niveau de la zone atelier, avec tout ce qui peut se faire en discutant avec des agriculteurs, arriver à faire changer les mentalités aussi, leur montrer qu'on peut utiliser moins de produits, moins d'intrants, et avoir des rendements intéressants. Et tout ce qu'a aussi montré donc Frédéric, au niveau de son exploitation, en permettant de préserver des espèces aussi rares que la barge à queue noire, tout en ayant un niveau de vie vraiment encore acceptable. Voilà. Donc je voulais remercier nos intervenants pour la qualité de tout ce qui a été débattu. C'était très très large. Mais je pense que bon, il y a aussi des messages d'espoir malgré l'immensité de ce qui reste à faire. Merci. Et je voudrais aussi dire que vous pouvez vous rapprocher des tables là pour voir leurs ouvrages. Ils en ont amené plusieurs, si certains veulent en acheter ou discuter autour des ouvrages. Merci encore.